Tu n'es qu'une femme de ménage. Dit-elle, sa voix résonnant sur le sol en marbre poli comme une gifle que j'avais déjà reçue assez fort pour que les invités l'entendent. Ses amis en robe à paillettes, sa mère avec son sourcil parfaitement arqué cachant à peine ce sourire narquois. Les lustres au-dessus tremblaient de rire. On aurait dit des couteaux. Je m'appelle Griffin Ward, et ce soir j'ai été humilié au gala de charité de mon ex-femme, une soirée qui était censée être consacrée à donner en retour, mais en réalité, il s'agissait de rappeler aux gens comme moi où nous appartenons. Je portais mon plus beau costume, noir avec un éclat subtil, celui que j'avais gardé pour les grands moments, et pourtant je me sentais comme un imposteur. Je repassais les poignets, cirais mes chaussures et me coiffais même en arrière, comme elle me demandait de le faire quand nous étions ensemble. Mais je pouvais déjà sentir la différence entre nous, la façon dont son regard glissait sur moi comme si je faisais partie du décor. La façon dont sa mère, Mirabelle, dissimulait son sourire derrière un verre de vin, comme si elle ne voulait pas que les caméras captent sa joie. J'ai vu l'éclat dans les yeux d'Alena, le même éclat qui m'avait autrefois attiré et qui brûlait maintenant comme de l'acide. Les agents de sécurité se sont déplacés à côté de moi, leur posture tendue. J'avais été dans cette salle de bal assez de fois quand j'étais son mari, quand elle me faisait parader comme son plus saint. À l'époque, je faisais partie du récit qu'elle organisait, celui où elle était la visionnaire bienveillante, avec le mari qui la soutenait. J'avais réparé ses erreurs, remboursé ses dettes à ses débuts où j'avais travaillé en double équipe pour l'aider à lancer sa marque, apportant des échantillons au salon professionnel et veillant tard pour mettre en forme les communiqués de presse. Maintenant, je n'étais plus qu'un obstacle. Un nettoyeur, une blague. J'ai senti ma gorge se serrer lorsqu'elle s'est approchée. Son rouge à lèvres, une ligne cramoisie traçant son visage. « Griffon » a-t-elle dit, en tirant mon nom comme si elle le goûtait. « C'est un événement privé. On n'a pas besoin d'aide ce soir. » Sa voix était mielleuse, mais son regard était froid. Elle savait exactement comment tourner le couteau dans la plaie. Elle savait comment jouer avec la foule pour qu'elle me perçoive comme inférieur. Ses amies, celles-là même qui partageaient nos dîners, riaient à mes blagues, imploraient des faveurs quand elles en avaient besoin, étaient soudain devenues des inconnues. Lexi, avec sa robe moulante et sa langue plus acérée, laissa échapper un rire qui se répandit comme une traînée de poudre. « C'est juste le concierge, Alina. Peut-être est-il là pour nettoyer le désordre. » La foule rit et je sentis mon visage s'empourprer, une chaleur me monta de la poitrine à mes oreilles. Je voulais parler pour leur rappeler toutes ces soirées. J'avais été celle qui, en coulisses, faisait en sorte que tout se passe bien, mais le mot était resté. Ma main se crispa sur l'invitation, le carton doré maintenant taché et plié. Je me demandais pourquoi j'étais venu. Peut-être qu'une part idiote de moi pensait qu'elle me regarderait et se souviendrait de l'homme qui veillait avec elle toutes ces nuits où ses rêves n'étaient que des rêves, l'homme qui croyait en elle quand personne d'autre ne le faisait. Mais tout ce qu'elle voyait maintenant, c'était quelqu'un à humilier. J'ai pris une inspiration, essayant de m'accrocher au peu de dignité qui me restait. La musique s'est enflammée, un quatuor à cordes jouant un morceau trop élégant pour une salle remplie de gens qui se moqueraient d'un homme comme moi. J'ai senti le poids de chaque regard, le silence collectif qui disait « Regardez le concierge sortir ». Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Le silence s'est approfondi jusqu'à un silence si complet. J'entendais le tintement des glaçons dans un verre. Les têtes se sont tournées. Même le sourire narquois d'Alena s'est estompé. Mes yeux ont suivi les leurs et je l'ai vue, Sloan Marrow, ma femme, la femme qui avait bâti un empire avec le même cran que j'avais toujours admiré en moi. Sa robe scintillait comme un lever de soleil sur une eau profonde, la couleur changeant à chaque pas. Mais ce n'était pas la robe qui avait figé la pièce. C'était sa présence, radieuse, sans peur, une force qui faisait reculer toutes les autres silhouettes présentes. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait tout. J'étais sur elle et j'aimais ça, mais ses yeux n'étaient fixés que sur moi. Au moment où elle m'a rejoint, elle a posé sa main sur mon bras et les murmures de la foule ont déferlé comme une marée montante. J'ai senti la chaleur de son contact, solide et stable comme une ancre. Elle a incliné la tête, ce petit sourire qui disait toujours qu'elle était sur le point de changer la donne. Y a-t-il une raison pour laquelle on demande à mon mari de partir? Sa voix a tranché l'air avec une précision qui a fait craquer le monde soigneusement organisé d'Alena. J'ai senti mon souffle se couper. Elle avait dit, Marie, assez fort pour que chaque invité l'entende. Chaque mondain, chaque investisseur, chaque sensu qui se nourrissait autrefois du succès d'Alena me fixait maintenant comme s'ils avaient manqué le détail le plus important de toute la pièce.
Les lèvres d'Alena se sont entr'ouvertes, la couleur s'estompant de son visage. Sloan, balbutia-t-elle. Nous ne savions pas. Le sourire de Sloan ne faiblit pas, je ne savais pas. C'est un oubli curieux, sachant que les investissements de Griffin ont soutenu plusieurs initiatives de votre fondation, sachant qu'il a contribué à bâtir votre marque de A à Z, ses yeux, d'un gris acier perçant, ne la quittèrent jamais. Alenu, dis-moi. Quand le succès est-il devenu une excuse pour la cruauté? Le silence retomba dans la salle, les cordes de l'orchestre vacillant tandis que les musiciens échangeaient des regards. Même le rire de l'ex s'était éteint sur ses lèvres. J'avais l'impression d'avoir retenu mon souffle pendant des années et d'avoir enfin expiré. La main de Sloan se resserra sur mon bras, comme si elle savait quelle guerre je menais. Pour la première fois ce soir-là, je me suis senti plus grande. Je me suis senti vue. La mère d'Alina, Mirabelle, prit une autre gorgée de vin, son regard allant de Sloan à moi, calculatrice, mais personne n'osa parler. Sloan se pencha plus près de moi, sa voix basse mais suffisamment forte pour porter. Allons-y. Allez, on leur a donné assez de spectacle. Elle se retourna et me guida vers les portes qui, quelques instants plus tôt, ressemblaient à une porte de prison, mais qui étaient désormais une échappatoire, un nouveau chapitre. En sortant, je jetai un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. Alina se tenait là, stupéfaite, silencieuse, petite, et pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas le besoin de nettoyer son désordre. Ce soir, j'en avais fini avec leur concierge. J'étais Griffin-wardé, pour la première fois, je savais exactement où était ma place. Quand j'ai rencontré Alina, j'ai cru trouver Grace, c'est le mot que j'utilisais toujours, Grace, cette façon dont elle se comportait dans des pièces qui m'auraient englouti tout entière. J'avais été responsable des installations, puis ce qu'on appelait un concierge glorifié, mais j'étais fier de ce titre. Cela signifiait que je maintenais les choses en marche, que je réparais ce que les autres oubliaient, que je maintenais les lumières allumées, au sens propre comme au figuré, et que j'avais construit mon petit coin de monde sur la sueur, la fierté et la conviction silencieuse que même si les gens ne me voyaient pas, j'étais important. Que je construisais quelque chose de solide. J'ai rencontré Alina Rowe lors d'une conférence de start-up dans un entrepôt reconverti en centre-ville. Elle était là avec ses carnets de croquis et une poignée d'échantillons, des robes qu'elle avait cousues elle-même, accrochées à des cintres en fil de fer parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les mannequins sophistiqués. Pourtant, j'étais sur place pour vérifier le système de chauffage, de ventilation et de climatisation après la plainte d'un client. Elle portait ce blazer rouge qui la distinguait dans une mer de costumes bleus et de robes noires sans prétention. Ses cheveux étaient relevés, mais quelques mèches glissaient sans cesse pour encadrer son visage. Elle avait cette étincelle, comme si elle avait déjà décidé qu'elle avait sa place là, même si personne d'autre ne l'avait encore compris. Elle m'a surprise à fixer l'une de ses créations. C'était une robe, simple mais élégante, avec un décolleté plongeant qui captait la lumière. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé d'un ton sec mais curieux. J'ai senti mes joues brûler. Je n'étais pas censé regarder les présentoirs. J'étais le gars avec le presse-papier et la radio, celui qu'on blâmait si les lumières clignotaient ou si le chauffage montait trop haut. J'admirais juste le travail, avais-je dit, essayant de ressembler à quelqu'un qui appartenait à la pièce. Elle avait alors souri, lentement comme l'aube, et j'ai senti ce sourire dans ma poitrine. C'est ma première vraie collection, a-t-elle dit. Tout le monde ici pense que je suis un enfant avec une machine à coudre. Peut-être ont-ils raison. Elle a haussé les épaules, mais ses yeux brillaient, comme si elle venait de me confier un secret. C'était le début. J'ai commencé à l'aider par petites touches, installer des rallonges, lui trouver un meilleur éclairage, apaiser les plaintes du personnel de l'événement qui n'aimait pas la façon dont sa table bloquait la sortie de secours. Elle me remerciait à chaque fois et je faisais comme si ce n'était pas grand-chose, mais c'était le cas. Elle m'a remarqué. Elle m'a posé des questions sur mon travail, sur les longues heures, sur la fierté que j'éprouvais à m'assurer que l'endroit ne s'effondre pas. Elle m'a fait sentir vue. Quand la conférence s'est terminée, elle m'a donné sa carte, blanche avec un numéro de téléphone manuscrit au dos, « Si jamais tu es curieux », avait-elle dit, et je l'étais. Je l'ai appelée 2 jours plus tard. Elle avait l'air surprise mais heureuse. Nous sommes allés prendre un café, puis pour le dîner, ce fut des soirées tardives. Sur son canapé, des carnets de croquis étalés entre nous comme des cartes du futur. Je l'écoutais parler de ses rêves, défilés, pages de magazines, magasins phares, et je croyais en chacun d'eux. Quand elle a lancé sa première vraie collection, j'étais là dans les coulisses,
tenant le fond de scène, réparant les lumières de scène qui bougeaient, défroissant les robes une dernière fois avant qu'elles ne défilent. Elle m'a présenté comme sa partenaire et pendant un instant, j'ai eu l'impression de l'être vraiment. Mais le succès change les gens, ou peut-être qu'il vous montre simplement qui ils étaient depuis le début. Quand les commandes arrivaient, l'argent suivait, investisseurs, presse, célébrités portant ses créations. Elle n'avait plus besoin de moi pour réparer le fond de scène. Elle avait une équipe pour ça. Elle n'avait pas besoin de moi pour la guider dans le stress d'un délai serré. Elle avait un manager. Soudain, mes appels sont tombés sur une messagerie vocale. Mes SMS avaient des réponses d'un seul mot, occupé, disait-elle. Le plus tard, promettait-elle. Le plus tard, n'arrivait jamais. Quand je lui rendais visite à son studio, elle me présentait comme son assistante ou la gérante de l'immeuble. Elle me faisait un signe de la main comme si j'étais un élément du mobilier. J'en riais, parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un d'autre tient le texte. Mais à chaque fois, quelque chose en moi se brisait. L'homme à qui elle avait demandé conseil sur la taille des polices pour son dossier de presse était maintenant celui à qui elle demandait de vérifier le thermostat. J'essayais de le lui rappeler. Je disais, tiens, tu te souviens quand tu cousais encore des étiquettes à la main à 3 heures du matin et que je te faisais ces croque-monsieur? Elle souriait, mais c'était un sourire d'entraînement, le genre qu'elle adressait aux photographes. Oui, mais c'était avant. Elle disait qu'on est dans une autre catégorie maintenant. Je me tenais là, au milieu de son atelier, entouré de mood-boards et d'échantillons de tissu, me sentant comme un artefact d'une époque qu'elle avait dépassée. Je me disais que j'étais dramatique, que c'était juste le prix du succès. Mais chaque fois qu'elle regardait au-delà de moi, chaque fois qu'elle oubliait les nuits tardives et les promesses silencieuses, j'avais l'impression de rapetisser. Un jour, j'ai trouvé un email dans ma boîte de réception. Il venait de son avocat. L'objet était dissolution clinique du mariage. Je l'ai lu 3 fois avant de comprendre qu'elle avait demandé le divorce par email. Après tout ce que nous avions construit, après chaque nuit tardive, chaque petite gentillesse que je lui avais offerte, aucune conversation, aucune explication, juste une lettre d'un avocat qui ne m'avait probablement jamais rencontré. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Quand je me suis présenté à son atelier, la sécurité m'a dit que je n'étais pas sur la liste, je suis parti. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas battu pour attirer l'attention. J'ai pris mes affaires dans l'appartement que nous avions partagé, mes livres, mes outils, la vieille tasse à café que j'avais gardée près du lit. J'ai aussi pris ma fierté, même si elle ressemblait à une coquille brisée. Ces derniers mots, prononcés par son avocat, ont eu l'effet d'un coup fatal. Nous venons de mondes différents. Maintenant, ne vous ridiculisez pas en vous montrant là où vous n'avez pas votre place. Je me suis dit que je ne le ferais pas. Je me suis dit que je ne la laisserais jamais me voir souffrir. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que je passais son nom sur un panneau publicitaire ou que je voyais ses créations dans un magazine, la douleur revenait. C'était le genre de douleur qu'on ne peut pas essuyer avec un seau et un chiffon. Il était une fois, je pensais avoir trouvé Grèce. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me voyait. Mais Alina ne construisait pas une vie avec moi. Elle s'élevait à travers moi, et lorsqu'elle a atteint le sommet, elle m'a lâché comme un vieux parrainage. J'en avais fini d'être son tremplin. Mais je ne savais pas alors que la vie avait une façon de renverser la situation et que parfois, le monde que vous êtes obligé de nettoyer est celui que vous êtes censé reconstruire. Je lui ai donné ma loyauté jusqu'à la dernière goutte, chaque nuit passée à réparer les tuyaux de notre ancien appartement, parce qu'elle ne supportait pas le bruit d'une goutte à 3 heures du matin. Chaque repas que je lui apportais quand elle était trop occupée à coudre ou à prendre des appels d'acheteurs qui soudainement ne pouvaient plus vivre sans elle. Chaque conférence que je lui accompagnais, plus une, son assistante, son ombre, juste pour lui montrer que je croyais, que je la voyais, que j'étais son partenaire dans tous les domaines qui comptaient, et elle m'a donné une lettre de ses avocats. Je me souviens de ce matin-là comme d'une blessure qui n'a jamais guéri. Un samedi, le soleil brillait à travers les stores bon marché que nous n'avions jamais pris la peine de remplacer. Je vivais toujours dans ce même appartement même après que nous ayons réussi, du moins, elle-ci. Je n'avais pas voulu quitter l'endroit où nous avions commencé. C'était comme un ancrage pour l'homme que j'étais. Mais c'était peut-être le problème, peut-être que j'étais trop enraciné dans le passé. Pendant qu'elle était occupée à construire un avenir sans moi, je buvais du café à la table de la cuisine, noire, comme elle me l'avait appris. J'avais appris à l'aimer amère, parce que c'est ce qu'elle aimait, et j'avais pris l'habitude de la voir sourire quand j'avais raison. Mais ce matin-là, il n'y avait pas de sourire,
juste le bourdonnement discret du réfrigérateur et la lettre pliée sur la table avec mon nom tapé dessus, Griffin Ward. Froid, précis, comme si elle n'était même pas écrite pour moi, juste le fantôme de l'homme qu'elle avait aimé. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. Les mots sont d'abord devenus flous, nageant dans les larmes. Je refusais de les laisser couler. Un langage juridique, froid et absolu, des différences irréconciliables. Plus aucune obligation, pas de pension alimentaire, la signature d'un avocat que je n'avais jamais rencontré, pas d'excuses, pas d'explications, juste une ligne en gras à la fin, veuillez retirer vos affaires de l'appartement avant la fin du mois. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être des heures. Le soleil a glissé sur le sol, le chien d'un voisin a aboyé. J'ai relu la lettre, espérant avoir mal compris qu'il y aurait une petite ligne. J'avais manqué un indice indiquant qu'il s'agissait d'une erreur, qu'elle allait m'appeler d'un instant à l'autre pour me dire « Griffin, je suis désolé, parlons-en, réglons ça ». Mais le téléphone est resté silencieux. Pas de bourdonnement, pas de sonnerie, juste ce bourdonnement discret et solitaire du réfrigérateur et l'odeur du café amer qui refroidissait. J'ai repensé à toutes les nuits que j'avais passées à l'aider à repasser du tissu, à apprendre la différence entre crêpe et mousseline, entre velours et velours. J'avais mémorisé les noms de ses acheteurs, ceux qu'elle avait autrefois eu besoin que j'impressionne. Je l'avais aidé à rédiger des argumentaires pour les investisseurs, même si je comprenais à peine le jargon, et elle m'avait remercié avec une lettre d'avocat et un silence plus tranchant que n'importe quelle lame. Son raisonnement, exprimé en une seule phrase par son avocat au téléphone plus tard dans la semaine, était simple, vous n'êtes pas assez ambitieux. C'en était fini des mots qui détruisaient un mariage, des mots qui rejetaient tous les sacrifices que j'avais faits, tous les rêves que j'avais mis de côté, chaque part de moi-même. J'avais abandonné juste pour la voir réussir. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas battu. J'aurais peut-être dû exiger qu'elle me regarde dans les yeux et le dise elle-même. Mais j'avais passé trop de temps à être celui qui était stable, celui qui n'élevait jamais la voix, celui qui maintenait tout en place pendant qu'elle volait de plus en plus haut et peut-être au plus profond d'elle-même. Je savais que ce jour viendrait. J'ai emballé mes affaires en silence, quelques cartons de vêtements, une pile de livres, des outils qu'elle m'avait laissé garder dans le placard de l'entrée. J'ai pris la vieille tasse à café à côté du lit, celle avec l'anse ébréchée. Elle avait été à elle autrefois, quand nous n'étions que deux rêveurs fauchés avec un seul matelas par terre et aucune idée de comment nous paierions le loyer. Je la tenais dans mes mains comme si c'était le dernier morceau de nous. Elle n'était pas à la maison quand je suis parti. C'était peut-être intentionnel. Je n'ai pas laissé de mots. Qu'aurais-je pu dire qui n'ait déjà été réduit à une ligne dans le courriel d'un avocat? Nous venons de mondes différents. Maintenant, ne vous ridiculisez pas en vous pointant là où vous n'avez pas votre place. Ces mots résonnaient dans ma tête tandis que je descendais les escaliers. J'avais nettoyé ces escaliers des centaines de fois, gratté le chewing-gum des rampes, resserré les rampes quand elles se détachaient. J'avais fait tout ça sans me plaindre, parce que c'est ce qu'on fait quand on tient à l'endroit qu'on appelle chez soi. Mais la maison n'avait plus la même apparence. La maison était devenue un endroit où je n'étais plus la bienvenue. Je n'avais pas prévu de la revoir. Je n'avais pas prévu d'être à aucun de ces événements, aucune de ces séances photos. Je me suis dit que je construirais ma propre vie ailleurs, que je trouverais quelqu'un qui me verrait vraiment, pas seulement les parties de moi qui correspondent à sa marque. Mais l'univers ne vous laisse pas toujours repartir. Propre. Chaque panneau d'affichage, chaque magazine couvrait son visage, son nom et ses lumières. Je ne pouvais pas ouvrir une application de réseau social sans voir son sourire, ce même sourire qui m'appartenait autrefois. Je me demandais parfois si elle pensait un jour à l'homme qui avait porté sa machine à coudre à ce premier salon professionnel, qui avait fait du croque-monsieur à 3 heures du matin alors qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Alina Rowe ne regardait pas en arrière. Elle avançait simplement, toujours en avant, avec une grâce qui semblait comme un couteau dans les côtes. Je pensais l'avoir enterrée dans la lettre de cet avocat, l'avoir enfermée dans une boîte marquée du passé. Mais le destin a une façon de déterrer les choses que l'on croit avoir enterrées. Il a une façon de s'assurer que les gens qui vous ont blessé aient une dernière chance de remuer le couteau. Je n'avais pas prévu de la revoir un jour. Je n'avais pas prévu de me tenir dans une pièce pleine de ses admirateurs et de la regarder rire comme si je n'avais jamais existé. Mais la vie se fiche des plantes. La vie vous donne la scène dont vous n'avez jamais rêvé et vous fait jouer le rôle pour lequel vous n'avez jamais auditionné. C'est comme ça que je me suis retrouvé un an plus tard à son gala, mon nom sur la liste des invités comme un défi.
Et c'est comme ça que j'ai appris que parfois le coup fatal n'est pas celui qu'il porte, c'est celui auquel on survit. C'est là que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas encore terminé. Elle avait pris un morceau de moi, mais elle ne l'avait pas pris tout entier, et peut-être, juste peut-être que j'étais sur le point de lui montrer, ainsi qu'à tout le monde, qu'on ne peut pas garder un homme bien à terre, pas pour toujours. C'est là que la première étincelle de quelque chose comme l'espoir, quelque chose comme le défi, a pris feu en moi et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un agent d'entretien ou un gestionnaire d'immeuble ou un tremplin. Je me sentais comme un homme qui avait pris un coup et qui était encore debout. Je me sentais comme Griffin-Ward, et je n'avais pas encore fini. L'invitation est arrivée un mardi, je m'en souviens, parce que j'étais au centre communautaire en train de peindre un mur dans la salle des épaves qui n'avait pas vu de nouvelles couches depuis les années 90. Mes mains étaient couvertes de peinture bleu marine et je fredonnais un air à moitié oublié de mon adolescence. L'enveloppe se démarquait du courrier indésirable et des demandes de dons, épaisses et dorées en relief, comme si elle était trop chère pour un endroit comme celui-ci. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et l'ai ouverte avec précaution, laissant une tache bleue sur le bord. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier cartonné épais, de couleur crème avec une bordure délicate qui donnait l'impression que mon nom appartenait à un livre d'histoire. Monsieur Griffin-Ward, vous avez été cordialement invité au gala de charité annuel de la Fondation Alinaro. Mon nom était sur la liste pour un gala auquel il y a un an j'aurais dû m'écraser juste pour avoir un aperçu de l'événement, qui se tenait au Marleau Grand, un endroit que je n'avais jamais vu que de l'extérieur. Quand j'allais chercher Alina après ses rendez-vous avec les sponsors, j'attendais dans la voiture, le moteur au ralenti, trop conscient de la façon dont les bulletins de vote me regardaient comme si je prenais de la place. J'ai retourné l'invitation, cherchant le piège. C'était peut-être une erreur administrative, mais mon nom était là, écrit à la main d'une écriture parfaite, Monsieur Griffin-Ward. Cela semblait intentionnel, comme si quelqu'un voulait que je sois là ou qu'il voulait voir ce que j'allais faire de l'invitation. La curiosité me piquait, mais la suspicion était la voix la plus forte. J'avais déjà été brûlé par Alina, brûlé si profondément. Je pouvais encore sentir la brûlure. Elle ne faisait pas d'erreur, pas avec des choses comme ça. Tout dans sa vie était soigné, de la nuance de rouge à lèvres qu'elle portait à la couleur de ses highlights Instagram. Elle ne laissait aucune place aux accidents, ce qui signifiait qu'elle me voulait là. Pourquoi j'ai pensé à tout jeter, à laisser les ordures être englouties, la feuille d'or comme si elle n'avait jamais existé. Mais une voix intérieure me disait, non, laisse-la te voir, fais-lui savoir qu'elle n'a pas le droit de t'effacer. Cette voix était têtue, vieille. La même voix qui m'avait poussé à faire des doubles journées pour payer son premier défilé. La même voix qui m'avait dit que j'étais plus qu'une concierge en costume. Ce soir-là, j'ai repassé mon seul smoking, celui que j'avais porté à son premier gala des années auparavant. Il sentait encore légèrement l'eau de Cologne bon marché que j'avais acheté parce qu'elle disait que ça me donnait une odeur importante. J'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent et je me suis coupé les cheveux comme elle les aimait. Vieilles habitudes, vieilles cicatrices. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait parce que je voulais entrer dans cette pièce et lui montrer que je n'étais pas brisé, que je pouvais me tenir dans la même pièce qu'elle, respirer le même air sans m'effondrer. À mon arrivée au Marleau Grand, le voiturier m'a lancé le même regard dédaigneux. J'avais toujours eu le droit de recevoir, mais cette fois, je le regardais droit dans les yeux. « Bonsoir, monsieur », dit-il, le mot étrange sur sa langue. J'ai redressé ma cravate et suis sorti de la voiture comme si elle m'appartenait. Le hall sentait l'argent ancien et les roses fraîchement coupées. Des lustres en cristal pendaient comme du givre et l'air vibrait, avec le murmure des conversations. J'ai reconnu des visages, des investisseurs, qui avaient autrefois loué mon dévouement à la marque Alena. Des journalistes qui nous avaient interviewés au début, avant qu'elle ne me dépasse. Ils se promenaient en costume sur mesure et robe de créateur, une coupe de champagne à la main. Passant d'une personne importante à l'autre, je ressentais la même douleur, celle qui murmurait. Je n'étais pas à ma place, mais je la repoussais. Ce soir, j'étais là et je ne partais pas par émotion. J'ai trouvé mon nom sur le plan de table, une petite carte bien nette indiquant Griffin-Ward, table 14, pas la table 1 avec les VIP, mais pas non plus près de la cuisine. Un placement délibéré, me suis-je dit. Assez près pour voir le spectacle, assez loin pour savoir où j'étais. J'entendais presque sa voix dire « On vient de mondes différents maintenant ». Je me frayais un chemin à travers la foule, acceptant les hochements de tête occasionnels d'un serveur ou d'un membre du conseil, qui ne se souvenait plus très bien de moi, mais me trouvait familière.
Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais passé trop de temps à la chercher. Il fallait juste que je reste sur mes positions. Puis je l'ai vue. Alina se tenait près de la scène, une vision en soie émeraude profonde, la robe épousant chaque courbe comme si elle avait été faite spécialement pour elle. Ses cheveux étaient relevés dans ce style naturel qui a probablement pris 1 heure à peaufiner. Elle riait, toujours riait avec un groupe de personnes que j'avais autrefois appelées des amis, des investisseurs, des personnalités mondaines, des influenceurs, des gens qui avaient presque disparu après son divorce. Sa mère, Mirabelle, se tenait à ses côtés, arborant un petit sourire suffisant qui disait qu'elle était exactement là où elle avait toujours rêvé d'être. Quand le regard d'Alena croisa enfin le mien, quelque chose traversa son visage, de la reconnaissance, puis quelque chose de plus froid. Elle ne sourit pas, ne fit pas signe de la main, elle fixa simplement, les lèvres entr'ouvertes comme si elle avait goûté quelque chose d'aigre. Puis elle se retourna vers son groupe, le rire bouillonnant comme du champagne. Ce n'était pas pour la gentillesse que j'étais venu. Je ne m'attendais pas à des excuses, mais le côté brutal de son rejet me frappa plus fort que prévu. Je sentis le poids de cette invitation dans ma poche comme une brique de plomb, un piège habillé de papier d'or. Elle m'avait voulu ici, mais pas comme invité, comme un rappel, un accessoire dans son monde soigneusement conçu où je n'étais rien d'autre qu'une note de bas de page. Un serveur passa en m'offrant une coupe de champagne. Je la pris, la tenant comme un bouclier. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir partir, pas encore. Le groupe entama un morceau de jazz. La lumière changea, peignant la foule d'un or doux. Je la regardais travailler dans la pièce, souriant, posant pour des photos, serrant la main de gens qui n'avaient probablement jamais connu son nom, Griffin Ward. C'était son monde maintenant, ses règles, sa scène, son histoire. Mais je n'étais pas là pour être un fantôme dans son récit. Je sirotais le champagne, les bulles amères sur ma langue, mon pouls ralentissait, ma respiration se stabilisait. Je n'étais pas juste une femme de ménage, je n'étais pas juste l'ex-Griffin Ward. Et ce soir, j'allais lui montrer que je n'étais pas l'homme qu'elle avait radié. Je n'étais pas l'homme qu'elle pouvait effacer avec la signature d'un avocat ou un sourire froid. J'étais là pour lui rappeler que certaines personnes ne peuvent pas être enfermées et jetées, que certains hommes trouvent le moyen de se tenir debout même dans les pièces où ils se sentaient autrefois petits. Je tournai mon regard vers Alina. Elle me regardait. Maintenant, mon sourire narquois avait disparu. Peut-être l'avait-elle vu aussi, que l'homme qu'elle avait essayé de laisser derrière elle était toujours là, toujours debout et peut-être plus fort que jamais. Et à ce moment-là, j'ai su que cette nuit n'était plus la sienne, c'était la mienne. J'étais prêt à partir avec dignité. Du moins c'est ce que je me suis dit. Les gardes de chaque côté de moi se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse d'hommes qui avaient déjà fait ça. Leur visage était vide, les yeux professionnels se tournant vers moi seulement quand c'était nécessaire. Celui à ma droite était plus âgé, les cheveux gris coupés près de la tête, une cicatrice dépassant dessous son col. Le plus jeune était bâti comme un secondeur, son costume tirait sur les coutures. Tous deux arboraient la même expression neutre qui disait qu'ils n'étaient pas là pour juger, juste pour enlever. Je sentais chaque pas comme une marque sur ma peau. Le sol recouvert de moquettes étouffait le bruit de mes chaussures, mais j'imaginais chaque pas résonner dans la tête de chaque invité qui s'était retourné pour regarder. Les visages se brouillaient lorsque je les croisais, certains curieux, d'autres suffisants, certains trop occupés, faisant semblant de détourner le regard pour se donner la peine de cacher leur sourire. J'ai vu Alexis murmurer quelque chose derrière sa main à la femme à côté d'elle, leur rire comme le claquement d'un fouet. J'avais fréquenté ces gens assez longtemps pour connaître les histoires qu'ils racontaient. Griffin Ward, le nettoyeur qui pensait pouvoir s'inviter à un gala. J'ai atteint le bord de la salle de bal, les lourdes portes se profilant comme le dernier coup de marteau. Un pas de plus et je serais hors de leur monde, hors de ces projecteurs, redevenu l'homme qu'elle avait renvoyé. Une partie de moi voulait courir claquer ses portes derrière moi et ne jamais regarder en arrière, mais une autre partie, celle qui avait survécu à chaque insulte, chaque blague dénigrante, chaque fois qu'elle m'avait rappelé que je n'étais pas à la hauteur, gardait le dos droit et le menton haut. La main du garde planait près de mon coude, sans vraiment me toucher, mais suffisamment près pour que je puisse en sentir le fil. Je me suis arrêté, me suis retourné pour un dernier regard, et c'est là que je l'ai entendu, le gaz collectif soudain qui aspirait l'erreur de la pièce. C'était comme si le temps s'était figé. Les rires moururent, la musique s'arrêta au milieu d'une note, les violons s'inclina, traînant sur les cordes dans un cri aigu et dissonant. Même les serveurs s'arrêtèrent, les plateaux en équilibre dans les airs, les coupes de champagne tremblantes.
je me retournai, attiré par le silence qui tomba comme un linceul, et la vis, Sloan Marrow, debout dans l'embrasure de la porte comme une forme donnée par la tempête. Elle n'était pas censée être là. Je ne lui avais pas dit, je n'avais pas voulu qu'elle me voie comme ça, réduite à un spectacle secondaire dans le cirque soigneusement organisé par Alena. Mais Sloan avait toujours eu le don de trouver les endroits où j'avais le plus besoin d'elle, même quand je ne le demandais pas. Sa robe scintillait, captant la lumière et la renvoyant dans un kaléidoscope d'argent et de saphir. Mais ce sont ses yeux qui retenaient la pièce en otage. Calme, imperturbable, tranchant comme du verre brisé. Elle scruta la foule avec la précision d'un chirurgien, son regard traçant chaque flagorneur et chaque mondain jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Elle ne sourit pas, elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à faire pencher la balance dans la salle. Elle fit un pas en avant et les gardes qui m'encadraient reculèrent, comme si la force de son approche était physique. « Y a-t-il une raison pour laquelle on demande à mon mari de partir » demanda-t-elle d'une voix basse, mais portant comme un coup de feu dans le silence. Son ton n'était pas colérique. Il était curieux, ce qui rendait la chose d'autant plus dangereuse. Sloan n'éleva pas la voix pour se battre. Elle l'utilisa pour y mettre fin. Le garde à ma gauche tourna mal à l'aise son regard, le fixant, vers Alina, qui se tenait figée près de la scène. Le visage d'Alina était une étude de la panique. La bouche ouverte, les yeux écarquillés, le masque de contrôle qu'elle portait si bien. Craquant sur les bords, Lexi semblait avoir avalé un citron. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles blanchissaient. Le regard de Sloan passa de moi au garde, puis à Alina. « Eh bien » lança-t-elle en haussant un sourcil. « J'aimerais bien savoir pourquoi vous expulsez mon mari d'un événement qui, si je ne me trompe, est en partie terni par ma fondation. » La salle retint son souffle. Des appareils photos surgirent d'eux. Nulle part, les flashs des écrans de téléphone tels de minuscules éclairs. Je vis la panique s'installer dans les yeux d'Alina, la prise de conscience qu'il ne s'agissait pas seulement d'une arnaque sociale. C'était un véritable désastre en matière de relations publiques, le genre de situation qui laisse des carrières en suspens. Alina s'avança, la voix tremblante. Sloan, elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. On ne savait pas. Sloan la coupa d'un regard. Elle ne savait pas quoi, que tu avais invité Griffin ici ou qu'il était mon mari? Sa voix était. Des yeux d'acier, ses yeux, des lames jumelles, parce que j'ai du mal à croire qu'une femme aussi méticuleuse que toi n'ait pas planifié chaque détail de cette soirée. Un murmure parcourut la foule. Les membres du conseil d'administration de la fondation se rassemblèrent, échangeant des regards inquiets, les investisseurs chuchotèrent derrière leurs mains. La mère d'Alena, Mirabelle, prit une gorgée nerveuse de son vin et fit semblant d'étudier la nappe. La bouche d'Alina s'ouvrit et se referma, aucun mot ne sortit. Je ne l'avais jamais vue perdue auparavant. Elle était toujours celle avec la réplique parfaite, la remarque mordante qui ne laissait place à aucune discussion. Mais ce soir, avec la présence de Sloan qui la surplombait comme un jugement, elle paraissait petite, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Sloan se rapprocha, se tenant entre moi et les gardes comme un bouclier. Sa main trouva la mienne, sa prise ferme et stable. Je sentis la tension dans ma poitrine se relâcher légèrement. « Griffin Ward est ici à mon invitation » dit-elle sa voix inébranlable, « et si quelqu'un a un problème avec cela, je suggère qu'il me parle ou, mieux encore, mes avocats. » La jeune garde semblait vouloir s'enfoncer dans le sol. Le plus âgé s'éclaircit la gorge puis acquiesça une fois. « Bien sûr, madame, marmonna-t-il. » Ils se retirent tous les deux, les mains à leurs côtés, les yeux évités. Sloan se tourna alors vers moi, son regard se ramollit juste assez pour me laisser respirer, « Ça va. » Elle a demandé à sa voix basse, donc seulement je pouvais entendre. J'ai hoché la tête, l'étanchéité dans ma gorge, ce qui rend difficile la parole. Mais elle l'a vu. Elle l'a toujours vu. Elle leva son menton, se retournant vers la foule, « Maintenant, si nous avons fini avec les théâtres, » elle a annoncé sa voix lisse et commandant, « J'aimerais profiter du reste de la soirée avec mon mari. » La finalité dans son ton n'a laissé aucune place à l'argument. La foule s'est séparée. Alors qu'elle me ramène dans la salle de bal, son bras lié au mien, j'ai senti tous les yeux sur nous, chaque murmure traînant derrière la fumée. Mais je m'en fichais. Je ne sortais pas la tête inclinée. Je ne partais pas comme le nettoyeur, la blague, l'homme qu'elle a essayé d'effacer. Je partais comme le mari de Sloan Marrow et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si je n'étais pas seul. Alors que nous passions devant Alina, j'ai attrapé son regard,
quelque chose entre la fureur et le regret qui mijote là-bas. Je n'ai pas souri, je n'ai pas juré. Je l'ai juste regardée et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vue pour qui elle était vraiment. Pas la reine de la salle de bal, pas la femme qui avait construit son empire sur le dos, juste une petite fille effrayée qui avait finalement perdu le contrôle du jeu, et c'était suffisant. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'avait pas à le faire. La présence de Sloan à elle seule exigeait l'attention. Une autorité silencieuse qui a atteint tous les coins de la grande salle de bal. Son nom a fait la conversation, faisant écho à travers le silence qui était tombé comme un épais brouillard. L'air lui-même se sentait électrique. Chaque invité, Alina a soigneusement organisé le réseau d'influenceurs, d'investisseurs et de cintres à regarder, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Pour la première fois toute la soirée, j'avais l'impression que la pièce retenait son souffle, attendait un verdict. Alina se figea sur place. Sa robe émeraude une fois que le centre de chaque regard ressemblait maintenant à un costume, un bouclier. Elle avait jeté la vérité. Ses lèvres se séparèrent, mais rien ne sortait. Je me suis presque senti désolé pour elle. Presque parce qu'à ce moment, chaque mensonge qu'elle avait jamais dit, chaque légère qu'elle avait jamais visionnée, chaque fois qu'elle avait prétendu que j'étais juste la concierge, tout est revenu pour la hanter. Lexi, toujours le fidèle écho à la cruauté d'Alina, se tenait à côté d'elle, la bouche s'ouvrant, les yeux se précipitant nerveusement, de Sloan aux invités, à Alina et à nouveau. Toute la pièce ressemblait à une scène en attendant le prochain acte, et Sloan était le seul à tenir le script. Elle marchait avec une grâce insensée vers moi, le clic de ses talons, un métronome qui a marqué le rythme lent et délibéré de sa victoire. Quand elle m'a atteint, elle a pris ma main dans la sienne, un simple geste qui ressemblait à une déclaration. Elle se tourna pour y faire face, son regard balayant la foule, mettant à tout le monde de contester ce qu'elle allait dire. « Vous rejetez Gryffindor » a-t-elle dit, son ton calme mais assez vif pour couper du verre. « Mon mari. » Le mot a sonné comme une cloche, brisant toute illusion qui s'attarda dans les airs. Un halètement collectif a suivi, comme la pièce entière avait été frappée dans l'intestin. Murmure, le genre de bourdonnement qui se propage comme des incendies de forêt comme celui-ci, assez puissant pour ruiner la réputation. Sloan, moi, je ne savais pas. Sloan leva une main et Alina est restée silencieuse, ne savait pas. Sloan a répété son ton, presque pitié. C'est intéressant, étant donné que les états financiers de votre fondation comprennent des contributions importantes de la fondation Reed Marrow, ma fondation. Son regard se déplaça, balayant les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les VIP qui avaient souri à Alina toute la nuit. Chaque année, Griffin et moi faisons un don à des causes auxquelles nous croyons, les centres de jeunes, les abris, l'aide médicale et oui, même à cette fondation. Elle laissa ce regard dans son regard, inébranlable. Le visage d'Alina drainé de couleur, son fond de teint craquant sous le poids de la révélation. Elle ressemblait à une marionnette avec ses cordes coupées. Plus de sourires soigneusement répétés, plus de rires calculés, juste la panique brute de quelqu'un dont l'empire a été construit sur la mauvaise base. La voix de Sloan s'adoucit, mais elle portait plus de puissance que n'importe quel cri. Le respect ne devrait pas être conditionnel à la richesse, a-t-elle déclaré. Mais ce soir, il semble que ce soit exactement ce qui s'est passé. Ses yeux ont balayé la pièce encore une fois, osant quiconque n'est pas d'accord. Et c'est le problème. C'est pourquoi nous sommes ici, pour rappeler aux gens que le respect est gagné, cette dignité n'est pas un luxe. Le silence qui a suivi était lourd, comme la pièce elle-même pesait ses mots. Je pouvais voir le malaise dans les visages des donateurs, l'inconfort dans la façon dont les serveurs se sont déplacés de pied à pied, la façon dont le rire de l'ex était mort sur ses lèvres. Même le groupe dans le coin s'était arrêté mid-note, leurs instruments tombant comme des fleurs flétries. Sloan se tourna alors vers moi, ses mains toujours enroulées autour des miennes, son toucher régulièrement, me fondant comme une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Gryffindor est mon mari, a-t-elle dit à nouveau, sa société vocale, chaque mot délibéré. C'est la raison pour laquelle je connaissais même cette fondation. C'est la raison pour laquelle je l'ai soutenue en premier lieu. Elle se tourna vers Alina, les yeux comme de l'acier, et ce soir tu as essayé de le jeter comme des ordures. Les membres du conseil d'administration de la fondation se sont déplacés inconfortablement, leurs yeux passant entre Sloan et Alina, comme des enfants pris au milieu d'un argument familial. Je les ai regardés. Les mêmes personnes qui avaient ri de mes blagues m'ont appelé un ami, puis ont tourné le dos quand Alina l'a fait. Maintenant, ils me voyaient vraiment, et ce n'était pas un uniforme de concierge. Ils ont vu
C'était un homme qui avait autrefois cru en eux, un homme qui avait aidé à construire les murs qu'ils cachaient. Alina ouvrit à nouveau la bouche, mais rien n'est sorti. Ses yeux s'écarquèrent dans la pièce à la recherche d'un allié. Mais la pièce s'était retournée. Sa scène avait disparu. Son public avait changé. Elle a construit son monde sur des règles qu'elle pensait contrôler, mais ce soir Sloan avait réécrit ses règles. Les mains de Sloan serra la mienne et elle se pencha, la voix bas mais assez ferme pour que tout le monde puisse entendre. « Vous avez le choix », a-t-elle dit à Elina. « Vous pouvez continuer à prétendre que vous ne saviez pas qui était Griffin, ou vous pouvez posséder le fait que vous avez essayé d'humilier l'homme qui a aidé à construire cet endroit. Mais de toute façon, nous avons fini ici. » Elle redressa les yeux, ne laissant jamais à nu. « Je ne financerai pas une fondation qui traite des gens comme ça. La fondation Reed Marrow redirigera ses dons annuels à moins que ce comité ne soit restructuré en vigueur immédiatement. » C'était comme si une bombe était partie dans la pièce. Des halèpes se sont transformés en chuchotements effrénés. Les membres du conseil d'administration se sont déplacés en surmultipliés, en calculant, en pesant, en essayant de déterminer le côté de la ligne sur laquelle ils avaient besoin pour se tenir. Le visage de Lex se froissant, ses lèvres se séparant dans l'incrédulité. La main de Mirabel trembla, son verre à vin, juste assez pour envoyer une goutte cramoisie sur la nappe blanche comme une tache de sang. Sloan se tourna vers moi, ses yeux doux maintenant, son pouce traçant le dos de ma main. « Allons-y », a-t-elle dit sa voix assez lente pour que je ne puisse entendre que je pouvais entendre. Nous avons fait valoir notre point de vue. Alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. La pièce derrière nous n'était plus la mienne pour nettoyer. C'était à lui de réparer ou de laisser s'effondrer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Ils m'ont appelé indigne jusqu'à ce qu'ils réalisent que je ne me tenais jamais seul. Les mêmes personnes qui m'ont rejeté comme le concierge, celles qui ont ri quand Alina a utilisé mon nom comme punchline, maintenant se sont précipitées pour se réaligner. La pièce se déplaça sur ses haches. Les paroles du deuxième Sloan se sont déroulées. Des visages qui se détournaient autrefois de moi se tournèrent maintenant vers moi, les yeux écarquillés, avec le genre de panique qui vient de voir les bases de leur monde commencer à se fissurer. Alina balbutia, sa voix tremblante comme une bougie dans un projet. Et nous ne savions pas. Elle a commencé à atteindre une sorte de contrôle des dégâts. Ses mains flottèrent à ses côtés, des doigts saisissant les cordes invisibles. Slow, s'il vous plaît, ne faisons pas de cette scène. Sloan n'a même pas cligné des yeux. La scène a été faite au moment où vous avez décidé de traiter Griffin comme des ordures. Répondit-elle, sa voix calme mais avec un bord qui pouvait traverser l'acier. Mais tu ne m'en fichais. Et c'est le problème. Le respect ne devrait pas être conditionnel à la richesse ou au statut ou sur l'histoire que vous choisissez de raconter sur les gens. Elle s'arrêta, son regard balayant la pièce et j'ai regardé les membres du conseil d'administration se déplacer inconfortablement dans leurs chaussures de créateur. Chacun de vous a vu ce qui s'est passé. Vous avez ri, vous avez chuchoté, vous avez pris des photos sur vos téléphones. Vous vouliez le voir humilié. Ces mots se sont installés sur la pièce comme un brouillard épais, indéniable et lourd. Le visage de Lex était devenu pâle, sa lèvre tremblante alors qu'elle essayait de fabriquer un sourire qui ne viendrait pas. Je me souvenais chaque fois qu'elle m'appelait laide ou m'était passée devant moi avec un coup de médaille de sa main. Maintenant, elle ressemblait à un enfant, attrapé avec sa main dans le pot à biscuits, les yeux se dressant pour un sauvetage qui ne viendrait pas. Sloan a continué sa voix, un battement régulier. Griffin est mon mari et c'est l'homme qui a inspiré cet événement. C'est la raison pour laquelle la fondation Reed Marrow a même considéré votre organisme de bienfaisance. Parce qu'il y croyait, parce qu'il croyait en toi, Alina. Ses yeux se verrouillent sur Alina, sans faille. Il croyait en vous-même lorsque vous ne le méritiez pas. La bouche d'Alina s'est ouverte et s'est fermée, mais aucun son n'est sorti. Son regard se dirigea vers Mirabel, qui ressemblait à avaler un verre de vinaigre. Toute la pièce semblait se pencher en attendant le prochain coup. La voix de Sloan s'adoucit, mais elle n'était pas moins puissante. Cela se termine ce soir, a-t-elle déclaré, avec effet immédiat, la fondation Reed Marrow retirera son don annuel à moins que le comité de cet événement ne soit restructuré pour inclure des voix qui apprécient la dignité et le respect, ce qui signifie la voix de Griffin. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il n'existe plus. Elle a laissé les mots pendre en l'air, finaux et tranchants. Un murmure s'est répandu dans la pièce comme une vague. J'ai vu la panique établie dans les mathématiques mentales de personnes qui avaient bénéficié des dons de la fondation,
se demandant maintenant ce qui se passerait sans eux. Je suis passé de Sloan à Alina, à moi comme si j'étais enfin un ancien artefact. Alina avala fort, les mains serrées à ses côtés. Sloan, s'il vous plaît. Elle a essayé à nouveau, sa voix épaisse de désespoir. Maintenant, ce fut un malentendu. Sloan arqua un sourcil. Un malentendu. Vous avez appelé la sécurité pour retirer mon mari d'un événement que ces dons ont aidé à financer. Vous l'avez appelé un concierge devant tout le monde. Ce n'est pas un malentendu, Alina. C'est l'arrogance. Son ton était même, mais je pouvais sentir la colère en dessous, une rage tranquille qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Alina a regardé autour de lui, mais il n'y avait personne pour la sauver. Maintenant. Même Lexi avait pris du recul. Son expression frissonna. Mirabel ouvrit la bouche comme pour parler, mais Sloan la silencieuse avec un coup d'œil. La pièce attendait à bout de souffle. Puis Alina a fait quelque chose que je n'ai jamais pensé voir. Elle a fait un pas en avant et a dit « Griffin ». Elle hésita, les mots collant dans sa gorge. Je ne voulais pas dire que ça va de cette façon. J'ai rencontré son regard et, pour la première fois depuis des années, j'ai vu la femme. J'étais tombé amoureux d'une étincelle de la fille qui s'était une fois esquissé des robes sur des serviettes et rêvait de changer le monde. Mais il était trop tard. Les années m'avaient endurci d'une manière qu'elle ne pouvait jamais comprendre. « Mais tu voulais dire chaque mot », répondis-je ma voix stable. « Peut-être pas au début, mais à la fin tu veux être parti, et tu as ton souhait. Je ne suis plus l'homme qui est derrière toi, Alina. Je suis l'homme qui se tient seul. » J'ai senti la main de Sloan se resserrer autour du mien et j'ai tiré la force de sa présence. « Tu m'as appris quelque chose. » J'ai continué, ma voix se renforce à chaque mot, que je n'ai pas besoin que votre approbation soit importante. Ce respect n'est pas quelque chose que vous me donnez, c'est quelque chose que je porte en moi. Un silence est tombé sur la pièce. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards et je pouvais voir des décisions prises dans l'ensemble de leurs mâchoires, le sillon de leurs sourcils. Lexi avait l'air de pleurer, bien que ce soit pour moi ou pour elle-même, je ne pouvais pas dire. La bouche de Mirabel était tombée au coin, les yeux vitreux. Sloan s'avança, sa présence comme un bouclier. À moins que ce comité ne soit restructuré, vous pouvez considérer les dons annuels de la fondation Reed Marrow retirés, a-t-elle répété, sa société vocale. Vous pouvez essayer de faire tourner cela comme vous le souhaitez, mais les gens de cette pièce connaissent la vérité maintenant, tout comme la presse. Elle a fait signe aux caméras, plus discrète, mais a pointé juste sur Alina et moi, enregistrant chaque seconde. L'histoire que vous avez écrite pour vous-même a simplement changé. Les épaules d'Alina s'affaissèrent, le combat s'écoulant comme l'air d'un ballon perforé. Elle hocha la tête, un petit geste vaincu. « Très bien, dit-elle doucement. Roux, nous ferons tout ce que vous demandez. » Les lèvres de Sloan se courbèrent dans un petit sourire satisfait. « Bien, a-t-elle dit. » Puis elle se tourna vers moi, ses yeux se ramollissant, ses mains tenant toujours la mienne comme une bouée de sauvetage. « Allons-y, a-t-elle dit. Nous avons fini ici. » Et comme ça, la dynamique a changé. La même pièce qui avait essayé de m'enterrer maintenant me regardait sortir, non pas comme un homme dont ils avaient ri, mais comme un homme qui avait tenu bon, un homme qui avait trouvé un partenaire qui refusait de le laisser être traité comme une note de bas de page. Alors que nous atteignions les portes, j'ai regardé en arrière une fois qu'Alina se tenait là entourée de l'épave de son empire, des illusions brisées, des alliances fissurées et une salle pleine de gens qui la voyaient maintenant pour ce qu'elle était, une femme qui a essayé de se lever en marchant sur le dos des autres. Et ce soir, elle a appris que certaines personnes ne peuvent pas être piétinées. Je me détournai, la tête haute. Je ne partais pas brisé, je partais libre, et c'était une sorte de victoire que personne ne pouvait jamais me prendre. Elle ne s'est pas excusée et je n'avais pas besoin d'elle. Son silence était suffisant. Après cette nuit au gala, après que les paroles de Sloan aient brisé l'illusion qu'Alina avait si soigneusement construite, il y avait une étrange paix qui s'est installée sur moi, comme si je retenais mon souffle depuis des années et que je l'ai finalement laissé sortir. Les jours qui ont suivi ont été une expiration lente de tout ce que j'avais transporté, tous les souvenirs, toutes les cicatrices. Les courriels ont coulé, pas d'Alina elle-même, elle n'aurait pas osé, mais de son assistante, de sa mère, même de Lexi. Des lignes polies et mesurées conçues pour récupérer les restes de sa réputation. Il y avait un malentendu que nous n'avons pas réalisé. Veuillez accepter nos regrets les plus profonds.
Chacun est soigneusement formulé comme des excuses, sans le mot désolé. Je les lis tous une fois, puis les laisse s'asseoir dans ma boîte de réception comme des factures non ouvertes. Je n'avais pas besoin de leurs regrets. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Ce dont j'avais besoin, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas me donner, la dignité, le genre qui ne peut pas être volé ou acheté. Sloan était à côté de moi à travers tout cela. Sa présence, une force silencieuse que je ne connaissais pas. J'avais envie. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais toutes les 5 minutes, ne m'a pas obligé à en parler. Elle m'a laissé traiter à mon rythme. Certains matins je me réveillerais tôt, le poids du passé appuyant comme une couverture de plomb. Elle s'asseyait avec moi à la table de la cuisine buvant son café, le noir, la façon dont elle l'aimait, et elle attendait. Aucune attente, juste une présence. Parfois, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis retourné au centre communautaire la semaine après le gala. L'endroit était différent, comme je le voyais avec de nouveaux yeux. Les couloirs sentaient de peinture fraîche du projet de rénovation que j'avais commencé des mois plus tôt. Le rire des enfants résonnait du gymnase. Bright et vivant, cet endroit était à moi d'une manière que le monde d'Alena n'a jamais été ici. Les gens me connaissaient comme Griffin, pas comme l'ex-mari d'un designer célèbre, pas comme le concierge qui ne connaissait pas sa place, juste Griffin, l'homme qui s'est présenté, l'homme qui a réparé ce qui était brisé. Je me suis assis avec Madame Donna, la directrice du centre, en examinant les plans du programme de mentorat pour les jeunes que j'ai présenté l'année dernière. Elle avait des lignes sur son visage depuis des années d'inquiétude et de sagesse et elle tapota son épingle sur la table. De cette façon, elle l'a fait quand elle pensait Griffin. Elle a dit que sa voix, chaleureuse mais ferme, qui vous et votre femme, s'est engagée, est venue ce matin. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie pour nous. Ses yeux brillèrent. 6 nouveaux programmes, 6, Griffin. Savez-vous combien d'enfants qui aideront des centaines? J'ai ressenti une bosse dans ma gorge et j'ai dû détourner le regard. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cela en faisait partie. C'était le fait que j'avais le pouvoir de rendre quelque chose en retour, de construire quelque chose, de mettre mon nom sur quelque chose qui signifiait plus que d'être Alena. Exlo avait géré la logistique, mais c'est mon idée, mon cœur, qui l'avait fait. Elle m'avait demandé une nuit après le gala ce que je voulais faire avec le don que nous avions prévu. « Mais tu voulais toujours aller à la Fondation Hero ?» avait-elle demandé. Ses yeux étaient stables, me donnant de l'espace pour choisir, et je lui ai dit, non, je voulais aller dans un endroit réel, quelque part qui m'a vu. Nous avons donc déplacé les fonds, et c'était tout. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, juste de l'action. Je me suis tenu dans le centre communautaire ce jour-là, la lettre de subvention dans ma main, et j'ai pensé à tous les enfants qui avaient parcouru ces portes, des enfants comme moi qui avaient été négligés ou sous-estimés, qui avaient été informés par le monde qu'ils n'avaient pas d'importance. J'ai pensé à l'homme que j'avais été et à l'homme que je devenais, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin des excuses d'Alena. Je n'avais pas besoin de vengeance. Ce dont j'avais besoin, c'était une chance de construire quelque chose qui survivrait à sa mesquine. Cet après-midi, j'ai reçu un appel de Lexi. Je n'ai presque pas répondu, mais la curiosité a eu raison de moi. Sa voix à l'autre extrémité était serrée, cassante, comme si elles se tenaient ensemble par le fil le plus mince, Griffin. Elle a dit que je voulais juste dire, je ne savais pas, je ne savais pas. Elle s'arrêta, attendant que je dise quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il en soit. Elle a continué sa voix craquant, je suis désolé pour tout. Je laisse le silence s'étirer. Elle ne l'a pas ressenti cette fois. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était calme, même Lexi. J'ai dit que j'espère que vous avez appris quelque chose. Puis j'ai terminé l'appel. Je n'avais pas besoin d'elle pour mendier. Je n'avais pas besoin de ses larmes. J'avais juste besoin d'elle pour savoir que je n'étais plus l'homme sur lequel il pensait pouvoir marcher. Alina n'a jamais appelé. Je pense que c'était son dernier cadeau pour moi, le silence. Aucune excuse soigneusement fabriquée, pas de fausses larmes, juste une absence qui ressemblait à la fermeture. Elle avait toujours été un maître des apparences, mais à la fin, elle avait choisi de me laisser s'éloigner sans le dernier mot. C'était bien. Je n'avais pas besoin du dernier mot. J'avais quelque chose de mieux. Un soir, Sloan et moi nous sommes assis sur le porche arrière de notre maison. Le soleil plonge à bas, peignant le ciel par traits d'orange et de violet. Elle a siroté son café, toujours noir, toujours fort, et me regarde de cette façon.
Elle a aimé qu'elle voyait non seulement l'homme que j'étais, mais l'homme que je pouvais encore devenir. Tu es silencieuse, dit-elle, la voix basse, la brise tirant sur ses cheveux. J'ai regardé un brin se glisser et je l'ai brossé derrière son oreille. J'ai pensé, ai-je répondu. Ma voix semblait différente de mes propres oreilles, plus calme, plus stable, sur ce que signifie abandonner quelque chose, sur la façon dont la fermeture ne va pas être même en train de devenir, il s'agit de passer à autre chose. J'ai pris une respiration. Je n'ai pas besoin d'elle pour m'excuser, je n'ai même pas besoin d'elle pour comprendre. J'ai juste besoin de savoir que je suis plus que la façon dont elle m'a défini. Sloan sourit alors, doux et fier, vous avez toujours été plus Griffin. Elle ne pouvait tout simplement pas le voir. Mais vous le voyez maintenant. Elle se pencha, pressant ses lèvres contre ma joue, chaude et douce. C'est ce qui compte. Je laisse ces mots s'enfoncer dans le poids comme une bombe sur de vieilles blessures. Parce qu'elle avait raison. Je l'ai vu. Maintenant, j'ai vu l'homme. Je suis devenu celui qui s'est levé dans une salle de bal pleine de gens qui se sont moqués de lui, celui qui est sorti de cette pièce en tenant la tête haute. Celui qui a construit quelque chose de réel, quelque chose qui dure dans le centre communautaire, où le rire des enfants valait plus que n'importe quelle robe de créateur ou titre. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine en regardant mon téléphone alors qu'un autre email de l'assistant d'Alena est arrivé, un autre paragraphe soigneusement formulé essayant de clarifier le malentendu. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. J'ai glissé mon téléphone à travers la table et j'ai rencontré les yeux de Sloan. Tu sais ce qui est drôle. J'ai dit, je pense que j'ai fini d'être en colère. Je pense que j'ai fini. Sloan tendit la main sur la table, sa main enroulant la mienne. Bien, a-t-elle dit, parce qu'il y a un monde qui vous attend, un monde que vous pouvez définir maintenant, selon vos conditions. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était le meilleur type de fermeture que je puisse demander. Pas une vengeance, pas des excuses, juste la certitude silencieuse que je n'étais plus l'homme qu'ils avaient essayé d'effacer. J'étais l'homme qui avait construit quelque chose des cendres et qui avait trouvé quelqu'un qui avait vu chaque partie de moi et qui m'a aimé pour cela. J'étais Griffin Ward et je n'avais pas besoin de ces excuses parce que j'avais déjà gagné. Il m'appelait un nettoyeur, juste un concierge, un homme qui a gratté la gomme des scies à chaussures et a essuyé les dégâts des autres. Il m'appellerait ainsi dans les couloirs, parfois comme une blague, parfois comme une insulte, toujours avec cette note de supériorité. Cela dit, je n'appartenais pas dans la même pièce, encore moins à la même table. Mais ce soir, je me tenais à une table différente. Cette fois, je n'étais pas le plus un ou l'assistant ou l'homme que les gens ont oublié. J'étais Griffin Ward, fondateur, mari et constructeur de futur, et j'avais gagné chaque étape qui m'a conduit ici. Sloan et moi n'avons pas affiché notre richesse, mais nous ne l'avons pas cachée au gala ce soir ni au gala. Je suis entré à côté d'elle, pas derrière elle. Sa main dans la mienne, sa présence de force qui a déplacé l'air partout où elle allait. Mais je n'étais plus dans son ombre. J'avais trouvé ma place et ce n'était pas à l'arrière de la pièce avec le personnel. C'était juste à côté d'elle, où j'appartenais. La salle était remplie de gens que je considérais comme intouchables, investisseurs, PDG, philanthropes, la même foule qui m'avait vu m'être escorté du gala d'Alena comme si j'étais laide. Certains d'entre eux portaient les mêmes vêtements, la même force sourit, mais ce soir, ces sourires n'étaient pas si rapides à glisser. Ce soir, ils m'ont vu différemment. Certains ne m'ont pas reconnu au début. Peut-être le costume sur mesure, la façon dont je me suis porté, peut-être la façon dont Sloan me tenait la main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais quand ils ont lu mon nom sur le programme Griffin Ward, fondateur de la fondation Reed Marrow, ils ont fait une pause et ils ont regardé et ils se sont demandé. Sloan a prononcé le discours d'ouverture comme elle l'a toujours fait, poli et sincère. Elle a remercié les donateurs, les bénévoles, le personnel. Elle a parlé des nouveaux programmes pour les jeunes que nous avions financés par les centres communautaires. Nous avions reconstruit les abris qui avaient maintenant des lits chauds à cause de cette nuit. Elle a parlé de l'avenir, et chaque fois qu'elle disait que nous, sa main serrait la mienne, me rappelant que je faisais partie de cet avenir. Ses paroles n'étaient pas belles, elles étaient honnêtes et quand elle m'a présenté, j'ai senti ma gorge se resserrer. Je suis monté sur le podium, les lumières plus brillantes que je ne m'en souvenais, la foule, une mer de visages en attente. J'ai pris une respiration, m'étudier comme je le faisais auparavant, face aux critiques sans fin d'Alina. Mais ce n'était plus son monde. C'était le nôtre et j'avais gagné chaque mot.
J'étais sur le point de dire merci. J'ai commencé, ma voix stable, mes yeux scannant la pièce, merci d'être ici ce soir, pas seulement pour la fondation, mais pour les gens que cette fondation sert. Je me tiens ici ce soir non pas comme un homme défini par ce que les autres ont vu en moi, mais par ce que j'ai choisi de voir en moi-même. Un murmure a traversé la foule. Je l'ai laissé s'installer avant de continuer. Certains d'entre vous me connaissent peut-être à partir d'un autre chapitre de ma vie, dis-je, laissant la vieille amertume s'éloigner comme de la fumée. Un chapitre où j'ai été appelé un nettoyeur, un homme qui appartenait à l'arrière-plan, et pendant un certain temps, je croyais que ma valeur venait de ce que les autres ont vu en moi. Je laisse les définitions des autres façonner qui j'étais. Je m'arrêtais, laissant mon regard trouver des slogans au premier rang. Ses yeux me tenaient régulièrement, mais j'ai réalisé quelque chose. J'ai continué, votre titre ne vaut pas. Votre valeur est ce que vous construisez, qui vous soulevez et comment vous vous présentez lorsque personne ne regarde. Ce sont les mains que vous tenez dans l'obscurité, les nuits que vous passez à réparer ce qui est cassé, la croyance que vous portez quand personne d'autre ne fait. C'est ce qui compte. Un silence était tombé sur la pièce. Je pouvais le voir dans la façon dont les invités se penchaient en avant, la façon dont leurs yeux ne se précipitaient pas vers leur téléphone. Ils écoutaient vraiment. Je me tiens ici ce soir en tant qu'homme qui balayait autrefois les sols. J'ai dit que ma voix plus forte maintenant, chaque syllabe portant le poids de mon voyage, et j'en suis fier, car chaque étage que j'ai balayé m'a appris à voir les fissures dans les murs. Chaque tâche que j'ai frottée m'a appris que certaines marques ne se détachent pas facilement. Mais cela ne signifie pas que vous arrêtez d'essayer. Et chaque fois que quelqu'un me regardait devant moi, cela m'a appris à regarder les gens dans les yeux. Je laisse le silence s'étirer à chaque seconde, un fil attachant la pièce à mon histoire. Alors ce soir, je veux dire ceci, j'ai fini. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais j'ai répondu à Griffinward, qui est fondateur, mari, constructeur de futur. Et je suis ici non pas parce que j'ai exigé un siège à la table, mais parce que j'ai construit le mien. Les applaudissements ont alors augmenté, pas polis ou hésitants, mais réels. Je l'ai ressenti dans mes os, le son des gens qui me voyaient maintenant pas l'homme que j'étais. Sloan était sur ses pieds, ses yeux brillants, et à ce moment-là, je ressentais un morceau que je ne connaissais pas depuis des années, car la victoire n'était pas dans les applaudissements, la victoire n'en avait jamais besoin. Après les discours, Sloan et moi avons traversé la foule. Les gens ont serré la main, certains avec des sourires prudents, d'autres avec le genre de respect qui ne peut pas être truqué. Quelques-uns se sont même excusés, même si je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Leurs yeux disent assez. Alina n'était pas là, bien sûr. Son nom n'avait pas été sur la liste des invités. Je doutais qu'elle serait venue. Même si c'était le cas. Son monde a été construit sur différentes règles et peut-être qu'elle ne comprendrait jamais le genre de victoire qui vient de se tenir debout après avoir été renversée. Mais j'espérais quelque part qu'elle avait entendu parler de ce soir. J'espère qu'elle savait que l'homme qu'elle avait rejeté une fois était maintenant l'homme que les gens se sont inspirés, non pas à cause d'un titre ou d'un chéquier, mais parce que j'avais prouvé que le respect n'était pas quelque chose que vous vous sommes remis, c'était quelque chose que vous avez gagné. Plus tard dans la soirée, Sloan et moi nous sommes glissés sur le balcon surplombant la ville. La lumière s'étendait comme une carte des possibilités, chacune une histoire attendant d'être écrite. Elle s'appuya contre la balustrade, sa main brossant la mienne et nous nous tenions là dans un silence confortable. « Vous avez fait du bien ce soir, dit-elle, la voix basse, chaleureuse, avec fierté. J'ai souri. Se tournant vers elle, nous avons fait du bien, j'ai corrigé. Tu m'as toujours vu, Sloan, même quand je ne pouvais pas me voir. Elle tendit la hauteur du pouce en brossant la joue. C'est parce que tu étais toujours la peine de voir, a-t-elle dit. Je l'ai alors rapprochée, sentant la force de ses bras, le pouvoir tranquille d'une femme qui avait choisi de se tenir à côté de moi, pas devant moi ou derrière moi. Merci, murmurai-je, pas seulement pour ce soir, mais pour chaque jour. Elle était là, me levant lorsque le poids du monde menaçait de m'écraser. Alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous de nous, j'ai réalisé que mon nom, Griffinward, n'était plus seulement un nom. C'était un héritage, une promesse, un rappel que, peu importe d'où je viens, j'ai construit quelque chose de réel et personne ne pouvait enlever cela. Je n'étais plus le nettoyeur. Je n'étais pas l'homme qu'elle a essayé d'effacer. J'étais l'homme qui avait nettoyé son propre gâchis, qui avait construit quelque chose de mieux, quelque chose de durable, et c'était le nom à lequel j'ai répondu maintenant.